Jusqu'à 23h30 sur ce plateau en direct, Pierre Gentillet, Sébastien Ligné, William T et Adrien Laurent. Revenons sur le drame d'hier au large de Calais. Vous le savez sûrement, 27 migrants ont perdu la vie dans la Manche, dans le naufrage d'une embarcation de fortune en direction de l'Angleterre. Parmi les victimes originaires du Moyen-Orient, il y avait 17 hommes, 7 femmes et 3 enfants qui n'ont pas survécu dans l'eau froide. Que doit-on faire pour éviter ces nouveaux drames? La question est maintenant posée et elle est complexe. Montage, Mathieu Rio. C'est par dizaines, en famille parfois, qu'ils montent sur ces embarcations de fortune. Où est-ce que vous allez? Au Royaume-Uni? On va au Royaume-Uni. Comme eux, d'autres ont tenté d'atteindre l'Angleterre hier. Au moins 27 migrants sont morts. Tous ces malheureux qui sont en train de traîner derrière encore des quais, là, qui sont en train de dormir dehors, c'est pas logique de les laisser comme ça. Ces gens, ils sont entraînés par des passeurs, là. Ils viennent ici dans l'espoir de pouvoir traverser la Manche, mais ils ne se rendent pas compte du danger que ça provoque, surtout en ce moment avec le temps. Une enquête a été ouverte par le parquet de Lille et très certainement, très rapidement, nous aurons des informations. Nous avions arrêté hier 4 passeurs dont nous soupçonnons qu'ils sont en lien avec ce départ de migrants et un 5e a été arrêté cette nuit. On accuse en premier lieu les passeurs. J'ai aucune sympathie pour les passeurs, mais enfin là on parle du moyen. Il y a quelques jours de ça, M. Darmanin était fier d'avoir expulsé, tailladé des tentes dans un camp à Grande-Sainté en mettant 1000 personnes à la rue. Il faut arrêter avec le chaos. Pour arrêter avec le chaos, il faut enfin des centres d'accueil dignes de ce nom. Quand ces femmes et ces hommes arrivent sur les rivages de la Manche, c'est déjà trop tard. Nous allons d'une part maintenir évidemment cette présence maximale, continuer d'utiliser aussi les drones, en particulier ceux de l'armée, mobiliser des réservistes, demander une mobilisation supplémentaire des Britanniques, car je rappelle qu'à cet égard, nous tenons en quelque sorte la frontière pour les Britanniques. La Grande-Bretagne et la France doivent travailler ensemble. Nous devons arrêter d'être effectivement les seuls à pouvoir lutter contre les passeurs. Nous disons à nos amis belges, c'est pour ça qu'on est allé en Belgique avec le Premier ministre lundi, nous disons à nos amis allemands, on attend un gouvernement et on espère qu'il arrive très bientôt, et nous disons à nos amis anglais qu'ils doivent nous aider à lutter contre des passeurs qui sont, eux, internationaux et qui se jouent des frontières. Adrien Laurent, comment on arrête ce chaos? Déjà en prenant nos responsabilités. Le drame que nous avons vu dans la Manche, en fait, n'est qu'un drame de plus. Celui-là est particulièrement affreux, particulièrement horrible, et c'est pour ça qu'il est autant médiatisé. Mais ces drames-là, ils s'en passent malheureusement toutes les semaines et tous les mois. C'est une responsabilité collective que nous avons face à l'échec de nos politiques d'intégration. J'aimerais rappeler ici, peut-être à rebours de ce qui peut être entendu en ce moment, c'est que l'immigration est quelque chose de positif pour notre pays. C'est-à-dire qu'il y a plein de secteurs où nous avons besoin de main-d'œuvre. Nous avons un sol démographique plutôt mauvais. D'ailleurs, naturellement, il n'y a plus de croissance démographique dans notre pays sans l'immigration. Et en plus de ça, je rappelle aussi qu'une personne qui vient immigrer chez nous, souvent rapporte en termes de contribution, notamment parce qu'elle cotise plus et que c'est souvent des profils d'hommes jeunes, n'ayant pas forcément d'enfants ou de famille à charge. Et donc, ils cotisent et quand ces gens-là travaillent et qu'ils sont déclarés, ils contribuent à la solidarité. Mais Adrien Laurent, ces migrants ne veulent pas rester en France. Ils veulent partir en Angleterre. Et c'est révélateur. C'est révélateur. Ce qui me choque, c'est que ces gens-là, en effet, ne veulent pas rester en France. C'est-à-dire qu'on a tellement rendu difficile pour les gens de venir en France, de s'y intégrer, de pouvoir contribuer à la solidarité nationale, à la espèce de vie ensemble, en tout cas de capacité à faire société, à faire collectif. C'est ça, nous sommes en échec sur ça. Et c'en est la preuve. Et l'échec, il est bien sûr de ne pas réussir à éviter ce genre de drame, mais il est aussi en amont de notre incapacité à intégrer ces gens qui viennent dans notre pays. Et là, je ne parle encore une fois que d'immigration. Le droit d'asile est autre chose. On va y revenir. Sébastien Ligné. Vous savez, moi j'ai un petit peu l'impression d'être dans le film Un jour sans fin. C'est-à-dire qu'à intervalles réguliers, on reparle de Calais, on reparle d'un drame, etc. Et pourquoi on en parle souvent? Puisqu'on ne s'attaque jamais au problème à la racine. On parle toujours de Calais, mais le problème, il n'est pas à Calais, comme vous l'avez dit. Le problème, il est en amont. Là où je vais être un petit peu évidemment en désaccord avec vous, c'est pour moi le vrai problème, il est au niveau de l'Union européenne, il est au niveau de l'idéologie qui est derrière, qui a tout fait depuis 30 ans pour interdire, pour abolir le concept même de frontière. Aujourd'hui, la frontière, c'est un mot interdit. C'est être xénophobe de mettre des frontières. D'ailleurs, on le voit dans des réactions politiques par rapport à la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne jouit d'un droit que la France a abandonné, c'est le droit de contrôler son flux migratoire, de faire des frontières.
Quelle horreur pour les Français. Maintenant, les Britanniques ont le droit. Et on le voit aujourd'hui, tant que la France et l'Union européenne ne céderont et arrêteront de céder à cet humanisme à la noix qui consiste à dire qu'à partir du moment où on émet ne serait-ce que l'hypothèse de contrôler son flux migratoire et de dire non à des migrants, on est tout de suite xénophobe, raciste. Tant que la France et l'Union européenne continueront à céder à cette pensée-là, on aura toujours décalé. On aura toujours ces victimes qui sont finalement les victimes collatérales de quelque chose de beaucoup plus grand. Si on veut attaquer le problème à la racine, il faut penser évidemment sur la Méditerranée, sur l'Italie, sur cette idéologie et, je termine, sur ces ONG, qui, encore une fois, sous couvert d'humanisme, jettent en pâture ces milliers de migrants aux pieds des passeurs en leur promettant un passage sûr en Grande-Bretagne, alors qu'ils savent pertinemment qu'en Grande-Bretagne, ils ne passeront pas. Pierre Gentil, la question de fond également qu'on peut se poser ce soir, c'est est-ce qu'on a aujourd'hui la capacité, nous, d'accueillir tous ces migrants et toutes celles et ceux qui souhaitent rejoindre le territoire français ? Alors, effectivement, il y a la question de est-ce qu'on le souhaite ? Est-ce qu'on le peut ? S'il s'agit de sauver des personnes qui sont en train de se noyer, je pense que moi, on réagit tous autour du plateau de la même façon. C'est bien évidemment, il faut sauver ces gens, il faut les aider et il faut surtout les aider à rentrer chez eux. D'accord ? Parce que je veux bien entendre que l'immigration, c'est une richesse. L'immigration, c'est avant tout un drame. Si les gens y fuient, c'est que manifestement, soit ça ne se passe pas assez bien dans leur pays pour des histoires politiques, pour des questions politiques, ou alors aussi pour des questions économiques. Donc, ces gens-là ont vocation à retourner chez eux. Donc, moi, je pense que s'il s'agit d'accueillir, 20, 30 personnes, je ne pense pas qu'il y ait un problème. Le vrai problème, c'est qu'on accueille déjà beaucoup trop. On a 250 000 entrées légales par an. On a 80 à 100 000 estimées par le ministère de l'Intérieur en 2005-2006. C'est vous dire si ça a évolué, 80 à 100 000 entrées illégales par an sur notre sol. Donc c'est déjà énormément. C'est pas juste 20-30 personnes que nous accueillons par année. Faut arrêter de nous mentir. Et enfin, je termine en vous disant aussi que les gens, pardon de vous le dire, je vous réponds aussi directement, monsieur, les Français ne le souhaitent pas. Et je ne pense pas qu'on doit voir l'immigration uniquement par un prisme économique. Vous savez, la France, c'est pas une entreprise, c'est pas une start-up nation. Les gens, ils viennent pas, ils s'en vont, ils sortent. Non, la France, c'est un vieux pays, c'est un peuple qui a une vieille histoire. Et ce peuple a vocation et veut, on l'a vu dans les derniers sondages, veut rester lui-même. Et il n'a pas envie, il n'a pas envie de changer. Donc je pense qu'il faut respecter le peuple français. William T., la question de fond est celle aussi que tout le monde se pose depuis maintenant plusieurs heures. C'est celle-ci qui est affichée à l'écran, c'est à qui la faute ? On essaie de savoir qui est responsable de la mort de ces 27 migrants hier. Déjà, est-ce qu'on a raison ? Et est-ce qu'on a un début de réponse, d'après vous ? C'est ce qu'a dit Sébastien Ligné, c'est un peu toute l'Union européenne et toutes les guerres que nous avons menées en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Parce que s'il n'y avait pas eu la guerre chez eux, il n'y aurait pas eu de désastre, notamment ce qui s'est passé en Irak et en Afghanistan. Et on n'aurait pas eu des migrants afghans qui viennent chez nous à partir de fin août lorsque les Américains se sont retirés. Donc les premiers responsables, c'est plutôt la coalition occidentale qui a voulu faire la guerre en Irak en essayant d'apporter la paix et la démocratie à des gens qui n'en voulaient pas. Ça, c'est le premier point. Ensuite, deuxième point, ce sont des gens, notamment dans l'Union européenne, qui ont combler notre faiblesse de la politique de natalité, qui ont supprimé notre politique de natalité pour la substituer à la politique migratoire en disant nous les Français, nous ne voulons plus, ou les Européens voulons faire entre guillemets des métiers de merde parce que la gauche a dévalué les métiers manuels et nous voulons remplacer ces métiers-là par des migrants qui arrivaient nouvellement pour remplacer ce que eux appellent les jobs de merde. Et ça c'est un véritable problème parce que d'une part on a dévalué le travail sous-qualifié et d'une part on les a substitués par des personnes qui arrivaient qui n'avaient aucune chance de s'intégrer dans la mesure où ils n'avaient pas de qualification. Et troisième point, je rejoins Pierre Gentil, c'est une question de stratégie nationale en termes de migration. Il ne faut pas dire que toutes les migrations sont mauvaises. Il y a des migrations qui apportent à notre pays. Mais il faut prendre la migration sous l'angle de l'intérêt national. Quels sont nos manques ? Quels sont nos besoins ? Et est-ce que les personnes peuvent s'intégrer à notre communauté nationale ? Quand nous avons des gens qui s'intègrent et qui répondent à des besoins spécifiques, des chercheurs, des universitaires, ceux-là ne vont pas causer des problèmes. Ce qui cause des problèmes, ce sont des personnes qui sont sous-qualifiées. C'est les études de l'OCDE qui le montrent. La France est le pays qui accueille le plus de migrants sous-qualifiés, qui n'ont même pas le bac, qui ne parlent même pas français et qui n'ont aucune chance de s'intégrer ni dans notre communauté nationale, ni dans notre machine économique. Et donc ces gens-là n'ont rien à faire dans notre pays. Et enfin, cinquième point, sur la question migrants, il faut établir une règle qui est simple. Pour un pays qui est en guerre, il y a une dérogation à cette règle, mais qu'une personne puisse postuler au droit d'asile ou migrer chez nous, il faut qu'il dépose une demande dans les pays dits sûrs, dits à l'extérieur. Et toutes les personnes qui vont déposer une demande d'asile ou de migration dans notre territoire, ce serait automatiquement refusé. Comme ça, on n'aurait pas des gens ou des jeunes de Calais chez nous. Adrien Laurent, est-ce que vous rejoignez aussi le président sur le fait qu'il faut s'attaquer directement là, maintenant et urgemment à ces passeurs ?
il y a plusieurs choses qui me gênent dans ce que j'entends. Évidemment qu'il faut lutter contre les passeurs, il faut lutter contre tous les trafics d'êtres humains, quels qu'ils soient. Ça doit être une priorité. Mais là encore, on s'attaque aux symptômes et on essaye d'agir a posteriori. Il faudrait bien sûr, à mon avis, réfléchir en amont sur les causes de cette immigration et qui, encore une fois, n'est pas systématiquement quelque chose de négatif. Donc, moi, ce qui m'étonne un peu dans ce que j'entends, c'est que on me parle de l'Europe, on me parle de... Mais, je veux dire, les Allemands ont accueilli 1,2 million Et aujourd'hui, ils le regrettent. d'immigrés syriens. Ils ne le regrettent pas du tout. Et d'ailleurs, je pense C'est pour ça que le parti d'Angela Merkel a perdu. c'est pas du tout pour ça que le parti d'Angela Merkel a perdu, puisque après 16 ans de pouvoir, vous pouvez imaginer qu'il y a une certaine C'est usure. pour ça que l'AfD a beaucoup monté dans les intentions de mais vote aussi. là, en France, Non, l'extrême pas de droite monte corrélation. aussi, alors que pourtant, on n'a pas attendu. Mais là, vous parlez de l'Allemagne. Je vous dis, l'Allemagne, ça a fait que l'AfD est passée à 14-15%. Ce qui a fait, alors c'est qu'elle que faisait l'Allemagne a 2%. réussi à intégrer 1,2 million de réfugiés, ce qui a permis notamment à l'économie Avec son allemande, salaire moyen, et son notamment à salaire l'économie moyen a allemande, chuté, hein. notamment à l'économie allemande de trouver de la main-d'œuvre dont elle manquait cruellement. Mais la France, Et mais aussi la France n'est pas moralement, l'Allemagne. et aussi moralement, c'était un acte fort de la part d'Angela Merkel d'accueillir ces gens qui fuyaient la guerre. Je veux dire, l'Union européenne est la solution. Oui, mais on parle Adrien du Laurent, Brexit. la question de fond, je la pose autrement. Est-ce qu'on peut accueillir toute la misère du monde? Eh bien, mais l'idée n'est pas d'accueillir toute la misère du monde. D'ailleurs, la misère du monde ne vient pas chez nous. Regardez, ils sont en France à Calais, ils veulent aller en Angleterre. Donc arrêtons de dire qu'on va accueillir la misère du monde. Les gens ne veulent même pas venir chez nous, tellement c'est difficile de trouver un travail, tellement il y a la stigmatisation. Et tellement c'est dur, ensuite, à terme, une fois qu'on a fait sa vie dans ce pays-là, d'être naturalisé. Aujourd'hui, en France, si on veut être naturalisé, c'est la croix et la bannière. C'est notamment pour ça qu'au Parti radical de gauche, nous proposons le droit de vote des étrangers aux élections locales après 10 ans de résidence dans le pays. Pierre Gentillet. C'est moi. Excusez-moi. Sébastien Ligné. C'est jeudi soir, c'est pour ça. Non, mais je le prends comme un compliment. Oui, bien sûr. Moi aussi, alors. Non, mais écoutez, bon, déjà, vous me parlez du fait que les migrants n'ont pas envie de venir en France. Ouais. Là, on parle de Calais, mais vous pensez bien qu'il y a des centaines de milliers de migrants illégaux en France, qui sont en France et qui sont bien en France, et qui n'ont pas envie d'aller en Angleterre. C'est une chose. Deuxièmement, sur l'Allemagne, excusez-moi, vous pouvez me dire ce que vous voulez, le parti d'Angela Merkel a subi son plus grand échec électoral depuis 30 ans, vous pouvez me parler d'usure, toujours est-il que ça a participé, les salaires n'ont jamais été aussi faibles, il y a une main-d'œuvre qui est extrêmement faible, donc ça participe aussi. Troisièmement, excusez-moi, quand vous me dites que l'Union européenne est une chance sur la question migratoire, je pense que vous vous trompez lourdement. Encore une fois, et là je vous rejoins totalement, on est dans la dictature de l'émotion. Et c'est normal, et on l'a dit, on est tous choqués de voir ces morts-là, ils ne devraient pas arriver. Mais le problème, c'est qu'il ne faut pas s'arrêter qu'à ça. Et quand on entend, par exemple, le gouvernement qui, après avoir prononcé un petit peu quelques mots larmoyants, commence à se féliciter de leur gestion de Calais, à se féliciter de Frontex. Donc Frontex, c'est la gestion des frontières de l'Union européenne. Enfin, quelle blague, Frontex. Pour information, Frontex, c'est 1500 hommes pour toutes les frontières extérieures de l'Union européenne, pour protéger. Vous pensez bien que c'est une fumisterie. On l'a vu avec la Pologne. Et c'est pour ça que je pense que la solution, c'est de redonner la souveraineté au peuple. La Pologne, par rapport au contexte biélorusse, en 3 jours, il y avait 25 000 soldats aux frontières biélorusses. Je pensais bien que ce n'est pas Frontex qui a aidé. Donc pour moi, il y a 2 solutions claires. On redonne la souveraineté aux pays le droit de se défendre et de contrôler leurs frontières. Et deuxièmement, là où je vous rejoins totalement, monsieur T, c'est qu'il va falloir arrêter 2 minutes avec cet interventionnisme qui, sous couvert de droit de l'homisme, fait des guerres illégales depuis 30 ans, 40 ans au Moyen-Orient, bombarde des civils, tue des milliers de civils pour des raisons illégales, qui crée et qui alimente le terrorisme, la haine du blanc occidental et qui crée aussi ces vagues migratoires qui sont en train de transformer le paysage français et européen. C'est aussi ça la cause. À un moment donné, il ne faut pas se plaindre en permanence d'avoir des millions de migrants qui arrivent en Méditerranée, dans la Manche, en France, en Angleterre, en Allemagne, alors que l'Occident étant aussi la cause de tout ça. Donc à un moment donné, si on veut arrêter, arrêtons ce droit de l'homisme à 2 balles, excusez-moi, qui bombarde pour rien, et concentrons-nous un petit peu sur nous-mêmes. Pierre Gentillet, si vous avez quelque chose à rajouter, et après on passe à Éric Zemmour. Non, moi j'ai quasiment rien à dire, si ce n'est que, encore une fois, évidemment je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je veux dire, c'est normal. Vous êtes là pour la ça, démocratie. vous êtes pour débattre. Voilà, c'est la démocratie. Si vous êtes tous d'accord, c'est un peu ennuyant. Exactement. Mais vraiment, je pense que dans votre discours, il y a vraiment quelque chose qui manque. J'ai vraiment l'impression d'avoir en face de moi une vision purement économique, purement mécanique. Vous ne réfléchissez, enfin, c'est pas que vous ne réfléchissez pas, c'est que vous ne prenez pas en compte le fait que, encore une fois, les Français, depuis 20, 30, 40 ans, ils le disent dans les études d'opinion, ils ne veulent plus cette immigration de masse. Si tous les Français sont d'accord pour accueillir 20-30 personnes qui vont se noyer en Méditerranée ou qui vont se noyer dans la Manche, le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est quand vous avez un tel flux migratoire, je répète, 250 000 entrées légales par an, c'est plus possible à un moment d'accueillir,
d'intégrer ou plutôt d'assimiler ces personnes-là, parce que c'est plus des individus qu'on assimile, ce sont des peuples. C'est faux. Avant 1850, c'est faux. C'est faux. C'est une fable. Le Paquier, le démographe, le Paquier l'a bien démontré avant 1850. L'immigration extra-européenne et même d'ailleurs l'immigration en France, ça représente quasiment rien. Ce sont les immigrations italiennes qui sont arrivées, les immigrations espagnoles et les immigrations d'après les années 60. Avant, il y avait quoi ? Il y avait les Huns, les Mongols. C'est ça les immigrations ou les immigrations qui venaient de quoi ? Des Normands, des Vikings. Elles sont venues d'où ces immigrations avant 1850 ? Donc la France a été, et je cite du Paquier, un pays stable sur le plan démographique. Nous sommes un peuple, le peuple français, avec différents peuples. C'est vrai, le peuple basque, le peuple breton, le peuple corse, le peuple normand. C'est vrai, avec des particularités. Mais nous sommes restés relativement sédentaires pendant plus de 1500 ans. Et nous n'avons pas envie de changer. Allez, un mot maintenant de la campagne de Éric Zemmour, de la politique. A priori, ça patine un peu beaucoup. Les éléments avec Gauthier Lebray. Oui, Éric Zemmour a connu de meilleurs moments dans sa campagne qui ne dit pas encore totalement son nom. Les sondages continuent d'être en baisse. Le financier Charles Gaffe, qui lui a fait un prêt de 300 000 €, l'a finalement lâché. Et Philippe de Villiers, qui devait être au Zénith de Paris le 5 décembre prochain, n'y sera finalement pas. Ici, à Genève, la venue d'Éric Zemmour a provoqué une forte contestation. 1 millier de personnes a défilé dans les rues hier. L'hôtel Hilton, où Éric Zemmour tenait son dîner-débat pour prélever des fonds, a été la cible de menaces des antifas. Ça avait déjà été compliqué à Londres pour Éric Zemmour, puisque le maire de la ville, souvenez-vous, avait dit qu'il n'était pas le bienvenu et une salle avait décidé de l'annuler. Prochaine étape pour Éric Zemmour, demain à Marseille, où il sera directement au contact de la population. On devrait notamment le voir sur un marché, ça sera une première. Et puis évidemment, la semaine prochaine, le Zénith de Paris le 5 décembre, son premier meeting de candidats déclarés. Et avant cela, bien sûr, la déclaration de candidature à l'élection présidentielle. William T, est-ce que le plafond de verre est véritablement atteint ? Il a une difficulté lorsqu'il avait atteint 17-18%, c'est qu'il s'attaquait au noyau dur de LR et du RN qui était estimé entre 12 et 15%. Et il y a une deuxième difficulté, en fait, Éric Zemmour, c'est qu'on ne savait pas pourquoi est-ce qu'il était candidat. Est-ce qu'il était candidat pour apporter des thématiques dans le débat public, immigration, sécurité, intégration, communauté nationale, récit national, etc. Ou est-ce parce qu'il visait l'élection présidentielle ? Et c'est principalement là où est son plafond de verre. Il n'arrive pas à passer à la fonction d'incarnation de chef de l'État parce qu'il a fait plusieurs erreurs stratégiques dans son discours. Premier point, il a dit sur sa conception du pouvoir, qui ne voulait pas gouverner, qui voulait fixer 3 priorités. Mais à ce moment-là, pourquoi est-ce que les Français désigneraient quelqu'un pour qu'il fixe 2 ou 3 priorités ? Ils ont déjà plusieurs personnes qui sont capables de faire ça. Deuxième point, il n'arrive pas à élargir sa base électorale, à la différence de Donald Trump sur lequel il s'inspire. Donald Trump, lorsqu'il s'adressait aux électeurs américains, il s'adressait sur les volets migratoires, sécuritaires, il s'adressait sur les questions de thématiques économiques, notamment au peuple blanc déclassé, aux cris de l'Amérique profonde, en gros, qui ont été déclassés depuis la mondialisation à partir du transfert de la production américaine dans les usines chinoises et qui ont perdu du pouvoir d'achat. Et sur ces éléments-là, il n'a pas de discours en termes de réindustrialisation, de pouvoir d'achat ou même de méritocratie, de mobilité sociale ou de mobilité géographique. Et enfin, troisième point, il a du mal à décliner, il est sur une phase de conservation de ce que doit être le peuple français et la communauté nationale française, mais il n'arrive pas à se projeter dans ce que devrait être la France et le rôle de la France au XXIe siècle, alors qu'ils sont menacés par plusieurs enjeux. Quel est le rôle de la France dans le conflit entre la Chine et les États-Unis ? On l'a vu, la France doit jouer un rôle, notamment au Moyen-Orient, et face à Erdogan qui nous menace à nos frontières. Et deuxième point, comment il voit la vision de l'Europe et quel est le rôle de la France dans l'Union européenne ? Sébastien Ligné, est-ce que tout peut s'arranger ou tout peut encore plus, peut-être un peu plus se compliquer lorsqu'il va se déclarer candidat ? Non, mais disons que déjà j'ai un petit peu de mal avec cette dictature sondagière qui me fait beaucoup rire. C'est-à-dire que en l'espace d'une semaine, Éric Zemmour a perdu 1 ou 2 points. D'ailleurs, ça dépend en fonction des sondages. Il y a des sondages, il est à 12, d'autres il est à 17. Bon. Donc c'est un peu la dictature sanitaire, puisque en l'espace d'une semaine, Éric Zemmour est passé de la dynamique historique de la Ve République à Éric Zemmour a-t-il atteint son plafond de verre ? Je pense qu'il faut faire un petit peu de place à la mesure. Je ne pense pas qu'Éric Zemmour ait perdu 500 000, 1 million d'électeurs potentiels en l'espace d'une semaine. Premier point. Ensuite, évidemment, on peut constater le fait que depuis le Bataclan et depuis sa déclaration sur François Hollande, il y a quelques maladresses qui sont enchaînées, qui peuvent causer des pertes, et non pas à sa base électorale, puisque sa base électorale est comme celle de Donald Trump, c'est-à-dire que ces polémiques, ces frasques, ça le nourrit. C'est-à-dire que les gens qui aiment Éric Zemmour, il aime depuis 10 ans quand il faisait déjà polémique. Donc ce n'est pas ces récents discours qui vont changer quoi que ce soit. Maintenant, pour attirer des nouveaux, c'est vrai que ça peut poser quelques soucis. Mais moi, je pense qu'Éric Zemmour, il est peut-être en ralentissement pour une seule raison. Déjà, évidemment, il paye le fait d'avoir joué la montre et d'attendre jusqu'au dernier moment pour présenter sa candidature. Et puis aussi, il paye le jeu politique. C'est-à-dire que le mois de novembre, ça a été le mois des Républicains. Les Républicains ont fait un choix audacieux qui a payé en interne, parce qu'au départ, il devait y avoir qu'un ou 2 débats. Et la direction de LR a insisté pour qu'il y en ait 4.
justement pour insister sur le fait que le mois de novembre, les Républicains allaient être partout médiatiquement. Et ça a été le cas, les Républicains ont été omniprésents médiatiquement. Éric Zemmour, on en a un petit peu moins parlé, donc la dynamique s'essouffle. Mais là, de là à parler de plafond de verre, c'est un peu trop tôt. Quand même. Adrien Laurent, vous allez me dire que vous l'aviez prévu? Pas spécialement. Vous l'aviez anticipé? C'est rassurant. Moi, je suis assez convaincu que les Français sont attachés au pacte républicain et aux valeurs que ça porte. Et je pense que Éric Zemmour, dans un certain nombre de dérapages, d'outrances, dont il s'est fait l'habitué, a attaqué ce pacte républicain, a attaqué cette vision qu'ont un grand nombre de Français, qu'il y a un moment, on est aussi fait pour tous vivre ensemble, dans une situation et dans un pays apaisé. L'ordre public et la paix sociale. C'est vraiment deux choses qui doivent aller de pair. Et je pense que c'est cet aspect-là qui fait déchanter un certain nombre de Français qui ont pu être attirés par le côté provoquant, presque anti-système, d'Éric Zemmour, ce qui est assez paradoxal d'ailleurs. Mais qu'aujourd'hui, on voit que les Français aiment un candidat anti-système, au contraire. Je trouve que ça va un peu dans la lignée de ce que les Français pensent de la politique en ce moment. Ce qui est paradoxal, c'est qu'Éric Zemmour incarne le candidat anti-système, puisqu'on le voit qu'à bien des égards, il ne l'est pas. Et je pense qu'au bout d'un moment, il y a un ras-le-bol. Quand un certain nombre de Français se sont rendus compte que c'était des positions de fond et que ça serait ça la réalité si jamais ce monsieur arrivait au pouvoir, évidemment, je pense que ça refroidit plus d'un. Pierre Gentillet. Écoutez, moi je suis assez embêté parce que... Je pense à ce que disait Marine Le Pen, d'ailleurs, il y a quelques semaines, au moment où tout allait bien pour Éric Zemmour. Elle disait, vous savez, une campagne présidentielle, c'est long. C'est une course de fond. C'est une course de fond, et j'ai envie de vous dire, là, maintenant que ça va mal pour Éric Zemmour, c'est un peu pareil. Ça va mal. Bah oui, ça va mal. Ça va un peu moins bien. Dictature sondagère. Ça va un peu moins bien. Il a perdu 1% et la marge d'erreur, c'est 1 à 2%. Donc bon. En fait, c'est révélateur ce que je dis. Je dis on va mal. Effectivement, vous avez raison. Parce qu'en fait, on regarde les études d'opinion et les sondages. Mais en fait, on a tellement été habitués depuis le mois de septembre à un Zemmour fulgurant qui est passé de 4-5% à 17, 18, je crois même. Oui, 18, c'est le maximum, 18. Quand même 19%, c'est ça. Qu'on se dit, ah bah là, il chute à 15, c'est un échec terrible. Bon, écoutez, je pense qu'il faut attendre. Je pense qu'à mon avis, il y a aussi autre chose qui a joué. C'est que je pense que, alors, je ne suis pas dans la tête d'Éric Zemmour, je ne suis pas dans la campagne d'Éric Zemmour, mais je me dis que si Éric Zemmour a attendu aussi tardivement, parce qu'en gros, depuis septembre, on est à peu près sûr qu'il va être candidat. S'il a attendu aussi longtemps, on est fin novembre, il ne s'est pas encore déclaré, c'est qu'il a fait, à mon avis, le pari. Parce que la cible d'Éric Zemmour, quoi qu'on en dise, c'est aussi les Républicains. Ouais. Et à mon avis, Éric Zemmour a fait le pari que les Républicains se déchireraient à l'occasion de leur primaire interne. Or, force est de constater, et je peux vous le dire de manière assez neutre, que les Républicains, à qui j'ai beaucoup de choses à reprocher, ont pour l'instant, n'ont pas raté, on va dire les choses comme ça, n'ont pas raté leur primaire interne, comme on doit l'appeler, congrès. Ils ne se sont pas déchirés. Donc, évidemment... c'est peut-être pas ce qu'attendait Éric Zemmour, peut-être que ça joue quelque part. Voilà, mais encore une fois, le message que je peux faire passer ici, c'est à mon avis, voilà, une campagne présidentielle, c'est une campagne de fond. William T, et après on passe à la Covid-19. Il y a aussi, il faut remonter aux raisons d'Éric Zemmour. Si Éric Zemmour était monté aussi haut, c'est parce qu'il répondait à deux problématiques, le grand déclassement et le grand emplacement, et surtout le fait que le Rassemblement national s'était normalisé et que LR, en fait, s'était centrisé de plus en plus. Dans la mesure où Marine Le Pen tient des discours qui sont de plus en plus durs, et que quand on regarde les thématiques du débat LR et qu'Éric Ciotti imprime sur des thématiques qui sont très droitières, une partie de l'électorat d'Éric Zemmour est revenue d'un côté au Rassemblement national en se disant elle a enfin compris ce qu'il fallait faire, et de l'autre côté, les électeurs LR sont revenus au bercail en se disant au moins avec Éric Ciotti qui est au centre du jeu, le candidat LR est obligé de reprendre une des parties des thématiques d'Éric Ciotti. Et donc du coup, le vote Zemmour a beaucoup moins d'intérêt qu'avant. Ciotti qui pointe à 5% d'intention de vote dans les derniers sondages. Oui, mais attendez, c'est très difficile à voir les sondages pour une primaire interne. Oui. Il n'y en a pas d'ailleurs. On ne sait pas qui sont les adhérents. Oui. Non, mais 5%. Au niveau, vous voulez dire au niveau national, les gens ne connaissent pas encore. D'accord. Mais pas encore. On va voir. Mais il faudrait bien qu'ils connaissent un petit peu. Ce sera le... Parce que c'est le mois d'avril. Je veux bien qu'ils ne le connaissent pas encore. Vous savez, il peut faire un score intéressant. La Fédération des Alpes-Maritimes, je crois que c'est la première fédération LR il peut terminer 3e ou arriver au second tour. Ne vous moquez pas d'Éric Ciotti. Ah, mais je me moque pas d'Éric Ciotti. C'est pas mon genre. C'est pas mon genre. Allez, la Covid-19, messieurs, ce soir en France. Et les nouvelles mesures de restriction annoncent aujourd'hui à l'occasion d'une conférence de presse que vous avez peut-être suivie. Bonsoir Mathieu Rio, vous nous avez rejoint sur ce plateau en direct. Comment le gouvernement compte-t-il endiguer donc l'épidémie ? Bonsoir Thomas. L'axe fort de la stratégie du gouvernement, c'est encore et toujours la vaccination. Le gouvernement a décidé d'élargir la dose de rappel à tous les Français de plus de 18 ans dès ce samedi. Cette troisième dose deviendra ensuite nécessaire pour avoir
un pass sanitaire valide. Ce sera le cas à compter du 15 décembre pour les plus de 65 ans. Vous le voyez ici, et à compter du 15 janvier pour les 18-64 ans. Concrètement, eh bien, ce pass sera désactivé si vous n'avez pas eu votre dose de rappel 7 mois après la dernière injection. Autre point très important, c'est la vaccination des enfants âgés entre 5 et 11 ans. Le gouvernement a décidé de saisir les autorités sanitaires nationales pour pouvoir étudier cette question. Mais si elle est décidée, eh bien, cette vaccination n'interviendra qu'à partir de l'année prochaine, en 2022. Il y a aussi du changement du côté du pass sanitaire. Oui, exactement. L'autre moyen, vous le savez, pour avoir un pass sanitaire valide, eh bien, c'est d'avoir un test négatif. Ce test était valable 72 heures, mais à partir de lundi, il ne sera valable que 24 heures. Le gouvernement l'assume, c'est pour compliquer encore davantage la vie des non-vaccinés et les pousser ainsi bien, à prendre rendez-vous. Rappelons que les tests sont également payants pour les personnes non vaccinées si ces personnes n'ont pas d'ordonnance médicale. Autre changement, le port du masque est de nouveau obligatoire à partir de demain dans tous les établissements publics en intérieur, il faut préciser, y compris donc les lieux où il y a un pass sanitaire. Allez, autre modification majeure pour lutter contre l'épidémie, c'est la stratégie adoptée dans les écoles, Mathieu. Oui, 6000 classes étaient fermées en début de semaine à cause de la Covid-19, un record depuis la rentrée. Le gouvernement ne veut plus que ces fermetures soient systématiques en cas de contamination d'un élève en école primaire. À présent, la classe ne sera pas fermée, mais il y aura un dépistage massif. Si les élèves sont négatifs, ils pourront alors immédiatement retourner en classe. Vous l'aurez compris, le gouvernement a donc décidé de miser encore sur la vaccination, sur le durcissement du pass sanitaire ou encore des gestes barrières. Olivier Véran estime que la France peut traverser cette crise sans utiliser cette fois-ci de confinement ou de couvre-feu. Merci beaucoup Mathieu. Adrien Laurent, on en ressort comment de cette conférence de presse? Ça nous avait manqué. Moi, ça ne m'avait pas manqué. C'était ironique, bien sûr. J'imagine. Non, le problème, c'est que, encore une fois, le gouvernement ne prend pas ses responsabilités. Ce pass sanitaire, nous l'avons combattu dès le départ. Pourquoi ? Parce qu'on le voit bien, ça ouvre à des dérives incroyables. Là, on est dans une situation où maintenant, le pass sanitaire va être donc payant. Et on devra le renouveler tous les 24 heures. Donc ça veut dire qu'en fait, maintenant en France... Là, vous parlez pour les non-vaccinés. Pour les non-vaccinés. Oui, c'est-à-dire qu'en France... Ouais. On va avoir le choix entre... Mais c'est fait exprès, Adrien Laurent. On va avoir le choix Adrien Laurent, c'est fait exprès. Et avoir la possibilité de ne pas se faire vacciner. Oui, non, mais c'est fait exprès. Ouais. C'est de vous ennuyer au maximum pour que vous cédiez enfin à la vaccination. Le problème, c'est la justice sociale. La logique, on l'a bien comprise. Le problème, c'est que les personnes aisées, elles peuvent tout à fait financer un test toutes les 24 heures pour justement pas avoir à se faire vacciner. Les plus précaires ne le peuvent pas. Donc ça veut dire qu'on ne laisse plus le choix, finalement ? Non, ça veut dire que c'est à l'image de ce quinquennat et que c'est une mesure qui est une injustice sociale profonde et que si le gouvernement avait pris réellement ses responsabilités, ce qu'on demande à un gouvernement dans une démocratie représentative, il aurait imposé la vaccination obligatoire. Allez, Sébastien Ligné. Écoutez, moi j'ai écouté Gabriel Attal hier qui nous disait qu'il fallait sauver les fêtes de Noël. Il avait fait déjà le coup l'année dernière. On se souvient bien, je précise, de papy-mamie dans la cuisine pour manger la bûche. Donc, je resitue. Donc en fait, Gabriel Attal, c'est Whoopi Goldberg dans le téléfilm de Noël qui vient pour sauver l'esprit de Noël. Tous les ans, ça repasse sur une chaîne obscure de la TNT. Donc c'est ridicule et au-delà du fait des mesures qui sont annoncées, on peut en discuter ou non, d'être d'accord ou non. Là où pour le coup, je pense qu'on est tous d'accord pour dénoncer, c'est sur les manières, sur la méthode, sur les annonces, sur comment on annonce les choses. Ça va faire maintenant 2 ans que l'épidémie a commencé. Ça fait 2 ans qu'on nous gouverne par la peur, par la menace, au chantage, au mensonge aussi. Puisque les discours martiaux se succèdent, on nous brandit une situation apocalyptique qui n'arrive jamais, puisque je tiens à préciser qu'on a l'impression qu'on est au bord de l'apocalypse. Aujourd'hui, il y a 8500 hospitalisés pour Covid et il y a environ 1500 personnes en réanimation. On est bien loin, à des années-lumière même, de ce qu'on a pu connaître il y a 1 an. Et donc, ce qui est inquiétant, c'est qu'on ne gouverne pas la peur et surtout, l'État est en train de supplanter à la médecine. Et c'est ça qui est problématique. C'est-à-dire que maintenant, l'État décide sans aucune donnée scientifique, puisque le pass sanitaire ne se base sur aucune donnée scientifique. Le fait d'avancer d'un mois le minimum pour se faire une dose de rappel, pareil, on n'a aucune étude crédible. Pourquoi hier c'était 6 mois, aujourd'hui c'est 5 ? Est-ce que l'année prochaine pour la 4e dose ce sera 4 mois ? Donc aucune donnée scientifique. On empêche avec les tests PCR aux gens de se faire tester. Donc on empêche les médecins de faire la base de la médecine, c'est-à-dire repérer les gens, détecter, isoler. Bonjour Bruno Megarban, vous êtes chef du service réanimation de l'hôpital Lariboisière à Paris et merci d'être avec nous. Les annonces d'Olivier Véran, on les a écoutées aujourd'hui en conférence de presse. D'abord, on va écouter justement le ministre Olivier
Olivier Véran. La liberté pour Olivier Véran, c'est quoi finalement? On va écouter le ministre et on se retrouve dans quelques instants, professeur. Être libre, ça n'est pas refuser mordicus ces mesures qui évitent de saturer les services de réanimation et qui permettent de retrouver une vie aussi normale que possible. Ces petites contraintes du quotidien sont les clés de notre liberté. Être libre, c'est d'abord être responsable et c'est mesurer la portée de nos choix. Nos services de réanimation accueillent des centaines de patients qui étaient libres de ne pas se faire vacciner, des patients d'ailleurs parfois jeunes, qui ont préféré la croyance à la science, qui ont préféré la conviction à la responsabilité. Professeur, être libre, c'est quoi finalement? Pour vous qui êtes professeur, médecin, donc qui avez vécu aussi ces crises de l'intérieur, pardon. Écoutez, être libre, c'est de pouvoir être éclairé pour faire le bon choix pour soi-même et pour les autres. Malheureusement, aujourd'hui, nous vivons dans une société où des tas d'informations non scientifiques, erronées circulent et un certain nombre de nos concitoyens sont convaincus de l'absence d'intérêt de la vaccination, de ses méfaits, de façon erronée. Et de fait, ils ne sont pas libres dans leur choix et ils s'exposent au risque de faire une forme grave de la maladie, de se retrouver en réanimation, de devoir y passer un sale moment et peut-être même d'y laisser la vie. Donc c'est pourquoi d'ailleurs nous et beaucoup de mes collègues intervenons dans les médias grand public pour essayer de clarifier, d'apporter les éléments bien sûr expliqués scientifiques pour permettre à chacun de choisir. Alors évidemment, les autorités sanitaires se doivent également, on va dire, de canaliser le choix parce qu'ils sont responsables évidemment de la santé publique. Et il ne faut pas évidemment qu'un afflux excessif de patients vers l'hôpital entraîne le fait que d'autres patients puissent mal être soignés. Vous restez avec nous, professeur. On vous retrouve dans quelques instants. Mais remontons un peu le temps. Je voulais vous faire écouter une archive maintenant. Vous êtes maintenant au courant. Pour conserver votre passe sanitaire, vous qui nous regardez, dans les prochaines semaines, vous allez devoir avoir 3 doses. Sinon, vous allez perdre ce passe sanitaire. Écoutez très bien ce que disait le ministre de la Santé, Olivier Véran. C'était le 26 août dernier. Accrochez-vous, asseyez-vous. L'autre question que vous avez posée, c'était sur la 3e dose. Il n'y aura pas d'impact de la 3e dose sur le pass sanitaire. C'est-à-dire que si vous avez votre pass sanitaire, que vous alliez prendre votre rappel ou non, vous garderez le bénéfice du pass sanitaire. Pierre Gentillet. Mais c'est incroyable. Oui, enfin écoutez... Attendez, on a entendu le 26 août. Est-ce qu'on a en régie ce qu'il a dit aujourd'hui, le ministre de la Santé? On l'a. Alors tiens, on écoute ce qu'il a dit aujourd'hui. À compter du 15 janvier, ce pass sanitaire de tous les autres publics, c'est-à-dire les Français âgés de 18 à 64 ans, ne sera plus actif si le rappel n'a pas été fait dans ce délai qui reste inchangé de 7 mois après la dernière injection, de sorte qu'une fois que vous êtes à 5 mois de votre dernière injection, vous aurez 2 mois pour recevoir votre rappel et ainsi conserver le bénéfice de votre passe sanitaire. Incroyable, non? Ah, incroyable, non. Parce que moi, j'ai un petit peu de mémoire. Et je sais qu'en fait, Olivier Véran, qui est ministre de la Santé, est peut-être aussi ministre des mensonges, parce que des mensonges, depuis le début de cette crise, il y en a eu, mais je pense tous les 2-3 mois. Je veux dire, là, on pointe ce mensonge-là, mais c'est loin de... Mais c'est important parce que c'est celui qui était décidé aujourd'hui. Mais bien sûr, mais vous savez... Et le 26 sanitaire, vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Je peux vous faire une compilation, et elle existe sans doute, sur tout ce qu'a dit Olivier Véran depuis le début. Regardez, en mai, il nous disait le pass sanitaire pour les activités de la vie quotidienne. Jamais. C'est arrivé. Le 25 juillet, il nous dit le pass sanitaire, il n'est pas question de le reconduire au-delà du 15 novembre. Résultat des courses, on en a eu pour non pas 3 mois de plus, mais quasiment 1 an de plus, puisqu'on arrive jusqu'en juillet et on ne se fait pas trop d'illusions sur le fait qu'à mon avis, ça va continuer. Donc si vous voulez... Moi, là, j'en suis plus à me dire combien de fois Olivier Véran a menti. Alors ensuite, on me dit oui, mais c'est la science qui évolue. Mais pourquoi il fait des promesses ? Enfin, je veux dire, à ce moment-là, il ne faut pas faire de promesses. Il faut dire je ne sais pas et on se tait. C'est tout. C'est comme quand on nous disait le vaccin limite par 12
la circulation du virus, alors qu'aujourd'hui, on voit que ça diminue à peu près 30% par rapport à un non-vacciné. Vous êtes dur avec le gouvernement, je trouve. Non mais attendez, excusez-moi, c'est les faits, excusez-moi, Lénine disait les faits sont têtus. Là, pour le coup, les faits, ils sont têtus et ils sont cruels. Mais si vous voulez, moi, ce que je voudrais quand même vous dire, pardon, c'est que là, on parle de Véran, mais Véran, c'est complètement accessoire par rapport à ce qui est en train de se passer depuis des mois et encore plus aujourd'hui. Nous changeons littéralement de société. Là, on nous dit c'est une 3e dose. Mais vous savez qu'aujourd'hui, le ministre de la Santé en Israël, il a dit qu'il commençait à réfléchir à une 4e dose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va entrer dans une société où tous les 6 mois, il faudra que vous soyez à jour de vos obligations vaccinales. Sinon, vous ne serez pas un citoyen comme les autres. C'est ça que les gens qui nous regardent, qui disent je suis vacciné, je suis du bon côté de la barrière. Mais non, ça va être tous les 6 mois. Et un vaccin, c'est pas un Doliprane, c'est pas juste une action anodine. Donc, je pense qu'à un moment, il faut qu'on fasse attention à la société d'autorisation, non plus de liberté, dans laquelle nous allons. William T, sur ce discours, sur la 3e dose, sur le pass sanitaire, on nous promettait une 3e dose, peut-être oui, mais qu'il n'y aurait pas d'incidence sur ce pass. Vous dites quoi? Vous dites c'est un mensonge? Comment les Français peuvent encore croire le gouvernement? De toute façon, le gouvernement, depuis le début de la crise sanitaire, a changé de cap tous les 3 mois. Au départ, ils disaient que le masque n'était pas nécessaire. Ensuite, ils ont dit que le masque était nécessaire et obligatoire. Ils ont dit qu'il n'y aurait pas de pass sanitaire pour les activités du quotidien. Ils ont instauré un pass sanitaire pour les activités du quotidien. Ils ont changé de stratégie à tous les 3 mois en fonction des intérêts scientifiques. Mais quand on regarde la littérature scientifique sur cette question, on savait à partir de cet été que de toute façon, le vaccin ne pouvait pas limiter la transmission du virus à partir du moment où il y avait l'apparition du Covid Delta. Donc c'était impossible de limiter la transmission du virus. Et en fait, le gouvernement est incapable de signer une stratégie à 6 ou à 12 mois. Là où Pierre Gentillet a raison, c'est que vraisemblablement, à partir du moment où vous réduisez, avec la couverture vaccinale qui devient de plus en plus importante, l'apparition de variants est de plus en plus élevée. Et donc du coup, en fait, vraisemblablement, on sera obligé de se faire vacciner tous les 6 mois ou tous les ans. Et vous avez raison. Pourquoi faire des promesses alors on sait que tout peut changer. Mais en fait, tout va changer parce qu'à partir du moment où c'est les médecins qui vous le confirmeront, à partir du moment où vous avez une population qui n'est pas vaccinée, qui est de plus en plus réduite, l'apparition de variants est de plus en plus probable. Et donc du coup, vous aurez de nouveaux variants, et donc du coup, de nouveaux vaccins, et donc du coup, tous les 6 mois ou tous les ans, il faudra se faire vacciner pour garder. Et donc il est fort probable que le pass sanitaire dure non pas jusqu'à 2022 ou 2023, mais peut durer 5 à 10 ans. Olivier Véran a déclaré fonder beaucoup d'espoir aussi dans le Molnupiravir, un médicament antiviral. Il devrait arriver sur le marché début décembre. On écoute le ministre. À partir du début du mois de décembre, nous avons l'arrivée d'un nouveau médicament. Cette fois-ci, c'est un médicament antiviral. Il s'appelle le Molnupiravir et nous fondons beaucoup d'espoir dans ce traitement. C'est un médicament qui est en comprimé, qui pourra être prescrit par la médecine de ville, par vos médecins généralistes, qui sera disponible dans les pharmacies d'officine en ville. C'est un médicament qui sera réservé aux personnes qui sont à risque de faire des formes graves, ou par leur âge, plus de 65 ans, ou parce qu'ils ont des maladies chroniques. Ce médicament, s'il est administré dans les 5 premiers jours, les études cliniques montrent qu'il peut réduire par 2 le risque d'être hospitalisé. Professeur Megarban, ce médicament, le Molnupiravir, comment faut-il le comprendre? Comment faut-il interpréter aussi cette annonce? Ça veut dire qu'il pourrait être prescrit à tout le monde, seulement à celles et ceux qui pourraient développer des formes graves? Oui, je crois que le ministre de la Santé l'a bien précisé. Des progrès médicaux sont intervenus. Désormais, nous disposons de thérapeutiques qui, certaines personnes à risque de faire des formes graves, pourraient limiter ce risque. Alors, il y a les anticorps monoclonaux qui sont déjà disponibles, qui, eux, s'administrent à l'hôpital. Et puis, il y a ces nouveaux médicaments sous forme de gélules ou de comprimés qui vont arriver prochainement, qui seront disponibles en pharmacie, prescrits par tout médecin traitant ou généraliste, mais il faudra les prendre dans les premiers jours suivant la contamination. Il faudra effectivement être quelqu'un qui a un risque de développer, s'il est contaminé, une forme grave de la maladie, qu'il soit vacciné ou non vacciné. Donc en fait, première information importante, en aucun cas, ces médicaments ne vont se substituer à la vaccination. Simplement, ils permettront à ceux d'entre nous plus fragiles qui, malgré la vaccination, ont été contaminés, eh bien, de ne pas faire une forme grave de la maladie, car on sait un certain nombre de sujets âgés, immunodéprimés, avec de lourdes comorbidités, malgré la vaccination, peuvent quand même faire des formes un peu plus sérieuses. Et donc, ça va éventuellement les aider à éviter d'être hospitalisés. Mais à nouveau, aujourd'hui, ces traitements sont basés sur des études encore très limitées, essentiellement faites par le laboratoire qui va les vendre. Et donc, évidemment, il faut attendre
encore plusieurs mois des données en population réelle sur un plus grand effectif pour savoir définitivement s'ils sont utiles ou pas. Il faudra aussi mesurer évidemment leurs effets secondaires et leurs interactions médicamenteuses. Mais professeur, pourquoi le ministre de la Santé nous dit que ça arrive donc sur le marché dès le mois de décembre ? Oui, ça arrive dès le mois de décembre. Aujourd'hui, ils ne sont pas encore disponibles, on ne peut pas les prescrire. Les autorités de santé, que ce soit européennes ou nationales, ont donné leur accord pour leur mise sur le marché. Mais mise sur le marché, alors en même temps qu'on essaie de comprendre, et dans le même temps on essaie de comprendre, c'est ça, professeur, s'ils sont vraiment utiles, et s'ils ils vont être efficaces, je ne comprends pas très bien. Non, tous ces médicaments qui obtiennent l'autorisation de mise sur le marché l'obtiennent à la suite d'une étude faite par le laboratoire. Ces études dites de phase 3 sont toujours limitées en nombre. Et ensuite, il y a les observations en vie réelle qui peuvent amener une modification des indications médicales, voire peut-être même une extension. S'ils se révélaient extrêmement efficaces, peut-être qu'on pourrait les prescrire plus largement. Souvenez-vous, le Remdesivir, c'est un médicament du laboratoire Gilead qui avait obtenu l'autorisation de mise sur le marché pour le traitement anti-Covid des patients à l'hôpital et en réanimation, et avec des données initialement du laboratoire laissant penser un intérêt. Par contre, l'observation de leur prescription en vie réelle a montré premièrement que leur intérêt était extrêmement limité. Ils ne modifiaient pas le risque de décès des patients. Et puis, on a observé un certain nombre d'effets secondaires qui ont limité l'utilisation. Aujourd'hui, ces médicaments ne sont quasiment plus prescrits par personne. Merci beaucoup, professeur, d'avoir été avec nous ce soir en direct dans On peut tout se dire sur CNews. On peut tout se dire effectivement sur CNews. Les tests seront valables que 24 heures. C'est aussi une des annonces ce soir du ministre de la Santé. Dans quelques instants, un biologiste, Arthur Clément, sera avec nous. Il va nous expliquer en quoi c'est possible ou pas. Bonjour Arthur et merci d'être avec nous. D'abord, votre ressenti à vous sur ce plateau. 24 heures, Sébastien Ligné, c'est clairement pour embêter celles et ceux qui ne veulent pas se faire vacciner? Déjà, et puis surtout 24 heures réduites, puisque apparemment les 24 heures commencent au moment soit... on pose la question à Arthur dans quelques instants. On injecte, ou au moment où on a le résultat. Donc de toute manière, ce n'est pas 24 heures complètes. Donc ça a posé de grands problèmes. Donc évidemment... Comme la dernière fois, c'est-à-dire que c'est une obligation vaccinale déguisée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui n'est pas vacciné, donc qui paye, qui doit faire un test d'environ 20 € toutes les 24 heures, vous faites le calcul sur un mois, même quelqu'un assez aisé ne peut pas se le permettre. Donc vous pensez bien que c'était impossible. Et si on veut avoir une vie sociale un minimum normale, on ne peut pas vivre avec ça. Et donc si vous voulez, c'est même plus étonnant avec ce gouvernement, puisque exactement la même chose avec ces médicaments. Moi j'apprends qu'ils sont apparemment encore en phase de test, mais si vous voulez, les vaccins aussi, ils étaient encore en phase de test quand on les a donnés. Donc on n'est plus à une dérive près. La logique jusqu'au boutiste du gouvernement arrive à ces dérives-là. Que ce soit sur les tests PCR, qui vous dit qu'ils ne peuvent pas le réduire à 12 heures, tout comme avec les médicaments. Qu'est-ce qui interdit aujourd'hui, selon la logique du gouvernement, d'obliger les Français à prendre ce médicament? Alors justement, votre réaction dans quelques instants. D'abord, on va demander un peu d'éclaircissement ce soir à Arthur Clément. Bonsoir Arthur, vous êtes biologiste chez les laboratoires Clément. Est-ce que ce laps de temps de validité de 24 heures d'un test, pour vous, sur le terrain, c'est faisable, c'est réalisable? Il est vrai, comme vous disiez, on a des nouvelles mesures, on a des grosses difficultés sur le terrain à appliquer les mesures qui sont prises vraiment très rapidement et pour lesquelles nous, on doit vraiment s'adapter très vite. Et c'est très difficile pour nos équipes, ça déjà c'est le premier point, je tiens à le préciser. Comme vous le disiez très justement Thomas, c'est vraiment une incitation à la vaccination, c'est clair. La vaccination, d'ailleurs, c'est un outil qui est extrêmement important dans la lutte contre la propagation du virus. Nous sommes évidemment, en tant que professionnels de santé, pro-vaccination. J'incite vraiment tous les Français à être vaccinés. Mais malgré tout, il ne faut pas oublier que les tests restent également un outil qui est très important et très fiable dans l'arsenal de lutte contre la propagation du virus, de même qu'on a d'autres outils que la vaccination et les tests, bien sûr. Et le problème, c'est qu'on constate qu'il y a une augmentation actuellement du taux d'incidence, du nombre de personnes qui sont positives au Covid. Qui dépasse les 200%. Exactement. Alors qu'en fait, cette augmentation du taux d'incidence n'est pas exactement corrélée au taux d'utilisation des tests, c'est-à-dire au nombre de personnes qui se font tester. Et ça, en fait, c'est dû au fait qu'on a une partie de la population, notamment la population non vaccinée, qui n'a pas nécessairement recours au test parce que le test est payant pour cette population. Et donc, on a peut-être un biais, si vous voulez, dans les tests que l'on réalise.
Voilà, petit problème de liaison avec Arthur Clément qu'on retrouvera dans quelques instants. Pierre Gentillet, il le disait très bien, il a très bien dit à l'instant, il est le responsable d'un laboratoire, il fait des tests tous les jours et il apprend par le gouvernement que les tests qu'il va délivrer sont valables que 24 heures et donc il faut impérativement qu'il délivre ces tests le plus rapidement possible. Bah oui, mais ensuite, moi je suis d'accord avec la première partie de ce qu'il disait, pas évidemment sur la vaccination. Je pense que là, au moins, ce qui est clair, c'était clair avant, mais ça l'est d'autant plus maintenant, 24 heures. Qui, même un riche, vous disiez tout à l'heure, même quelqu'un qui est riche, qui a les moyens, qui a envie de se faire tuyauter les narines une fois tous les jours pour avoir une vie à peu près comme les autres et une vie sociable. C'est une évidence que c'est un pass vaccinal. Mais ce qui est dingue, voyez-vous, c'est qu'on met un pass vaccinal alors que, je le répète, ce virus n'est pas la peste noire et l'extrême majorité de ce pays n'a rien à craindre. Juste une chose, excusez-moi, mais je sais qu'on noie beaucoup les gens sous les chiffres et les gens se disent mais on comprend plus rien. Il y a un site qui référence tout et que le gouvernement utilise qui s'appelle Covid Tracker, d'accord ? Quand on dit il y a de plus en plus de jeunes qui sont en réa, quand on dit tout le monde peut aller en réa, vous savez combien il y a de gens en réa de moins de 20 ans? Allez sur Covid Tracker. Aujourd'hui, 12. Sur 1500 personnes, 12. Qu'est-ce qui justifie la vaccination des jeunes? Mais à quel moment, très intéressant, à quel moment on place le curseur entre un mort et toutes les libertés fondamentales d'un pays? Donc si vous voulez, pour 12 personnes, c'est uniquement pour les moins de 20 ans, je peux continuer après, on a 100 personnes entre 20 et 40 ans. Tout ça, c'est Covid Tracker. À un moment, on ne peut pas mettre sous cloche toutes les libertés fondamentales juste pour ça. Arthur Clément, avant de vous libérer, parce qu'apparemment on vous a retrouvé en direct. Arthur, si je viens faire un test chez vous dans les prochaines heures, vous me délivrez la réponse de mon test sous combien de minutes ou combien d'heures en général? On a au moins 12 heures pour réaliser le test avec la logistique. La technique en elle-même, elle est plutôt rapide. Bien sûr. Mais c'est toute la logistique qu'il y a autour qui est importante. Mais encore une fois, j'insiste sur le fait que les tests sont un outil parmi d'autres outils dans la lutte contre l'infection et qu'on a un problème aujourd'hui, c'est qu'une partie de la population, du fait que le test ne soit pas pris en charge par la sécurité sociale pour tous, une partie de la population n'est pas testée et donc on a des difficultés à suivre l'indicateur l'outil d'incidence de la population et on a du coup des clusters qui pourraient naître sur cette population qui est pas testée. Ma dernière question, malheureusement le temps nous manque un petit peu, mais vous nous confirmez donc que si je veux pas être vacciné et si je veux me faire tester tous les jours pour pouvoir vivre entre guillemets normalement, il faut que je vienne chez vous toutes les 12 heures. Donc j'installe ma tente devant votre laboratoire. C'est un peu ça. Oui, c'est un peu ça. Malheureusement, c'est non réalisable. Donc, Thomas, je ne vous le recommande pas. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Arthur Clément, d'avoir été avec nous. C'est très sympathique d'avoir été avec nous ce soir. Donc, on peut tout se dire en ce jeudi soir. William T. Moi, je suis pour la vaccination dans la mesure où elle sert à un outil, c'est limiter les formes graves et donc du coup limiter les décès et la saturation des hôpitaux et ne sert absolument qu'à cet objectif-là, alors que le gouvernement veut l'utiliser pour éradiquer le Covid. On sait que même en Chine, ça n'est pas possible. Et en fait, le gouvernement, à travers des mesures comme rendre le test PCR payant et limiter la réduction, est en train de créer un apartheid vaccinal. En fait, il est en train de fragmenter davantage la société avec des gens qui ne pourront pas sortir et donc du coup qui vont limiter leurs aspects sociaux et donc du coup qui vont rester confinés, qui n'auront plus aucun contact avec le reste de la population. Parce que quand on regarde la fracture vaccinale, ça concerne qui en fait? Ceux qui vont se faire vacciner, ceux qui sont défiants à l'égard de la société et plutôt les familles les plus pauvres. Et donc du coup, le gouvernement est de plus en plus méprisant et écarte les pauvres de la société française. Adrien Laurent, pour conclure sur ce sujet, on l'a vu, c'est infaisable? Mais la question, c'est comment on en est arrivé là? On en est arrivé là parce que le gouvernement n'a pas pris sa responsabilité. On parle de santé publique. On voit très bien que comment on évite le confinement, c'est par la non-saturation des services de réanimation. Et donc le gouvernement devait prendre ses responsabilités, imposer la vaccination obligatoire. Et il n'y aurait plus eu de différence entre les plus précaires et les plus riches sur l'accès à d'éventuels tests. Ces questions-là ne se poseraient plus. Et là, on aurait une égalité des Français qui comprendraient enfin la politique publique qu'on veut mettre en place. Et c'était d'ailleurs pareil pour les masques. Ils n'ont pas fait confiance aux Français, puisque les Français auraient peut-être râlé, mais ils auraient compris la situation. Pourtant, ils disent qu'ils font confiance aux Français. C'est toute l'hypocrisie. On fait confiance aux Français, mais on les force. Et on en reparlera. Merci, messieurs, d'être venus débattre dans On peut tout se dire en ce jeudi. Dans quelques instants, le face-à-face, on est très en retard. Arnaud Benedetti, Guillaume Bigot, tout de suite.